You know nothing, Jon Snow. Got a theory. Could be Barney. Sit down. You never say C'est pas thank faux. you. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? The danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Bonjour les Pickies et bienvenue dans Pic TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec l'ensorcelante Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs. Cette semaine, on parle d'une série qui a bercé notre enfance et notre préadolescence. Une série avec 3 sœurs qui sont sorcières et dont le prénom commence par la lettre P. Je veux bien évidemment parler de Charmed. Il faut peut-être dire le vrai nom pour... Ou Charmed pour les gens qui connaissaient déjà le prétérit à l'époque, ce qui n'était pas mon cas. Elle était diffusée donc sur M6 le samedi soir, pendant la trilogie du samedi plus précisément, mais on peut désormais la binger sur Amazon Prime Video. Alors on a décidé de revoir le premier épisode de la série et de découvrir le dernier parce que on l'avait jamais vu en fait. Bah ouais. Quelle a été l'influence de la série dans la pop culture et est-ce que ça vaut vraiment le coup de la revoir aujourd'hui? On y répond dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic? Mon pic, c'est une petite série dont personne ne parle en ce moment. Personne n'en a parlé. Non, je plaisante, tout le monde en parle. Et d'ailleurs, on arrive un peu tard, je pense, pour en parler, mais c'est pas grave. C'est la série En Thérapie, qui est diffusée sur Arte, qui est une adaptation de la série américaine In Treatment, avec Gabrielle Byrne, qui elle-même était une adaptation de la série Betty Pool, une série israélienne. Le principe, je pense que tout le monde le sait maintenant, mais c'est en fait des séances de thérapie avec un psy, qui est joué ici par Frédéric Pierrot, qui est vraiment incroyable. Et je dois dire qu'au début, j'étais un peu dubitative parce que j'ai déjà vu Betty Pool et j'avais vu une grande partie de la première saison de In Treatment. Et comme c'est un peu calqué sur le même scénario, je me demandais ce que la série française pouvait m'apporter. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai vu tous les 35 épisodes, je viens de finir. J'étais très émue à la fin. Le jeu des acteurs est absolument exceptionnel. Du début à la fin, c'est très très bien écrit. Ça fait juste du bien, en fait, de voir une très bonne série française, même si c'est pas hyper original parce que c'est calqué sur une autre série. Il y a quand même un angle français parce que ça se passe juste après les attentats de novembre 2015. Et on parle beaucoup de deuil, de trauma dedans. Et c'est vrai que j'ai vraiment été très très émue par la série. Et surtout par Frédéric Pierrot, qui est exceptionnel dans le rôle principal. Un grand acteur. Un grand acteur. J'avais trop envie que ce soit mon psy. Mais ouais, moi, c'est vraiment... Il est trop une bonne tête, en fait. Depuis longtemps, dans mon panthéon. Bon, d'accord. Toi aussi, tu feras un transfert comme Mélanie Thierry. Mélanie Thierry, qui est excellente aussi dedans. Et Pio Marmagne, super. Voilà. Tout à fait. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic? Alors moi, mon pic, c'est un pic d'admiration pour l'actrice Rose Wilson. En fait, j'avais pris un peu de retard sur la saison 2 de À la croisée des mondes, qui est donc la série de fantasy diffusée sur OCS. Et j'ai rattrapé ça récemment. Et alors déjà, la saison 2 est vraiment mieux que la première. Il y a encore des défauts, mais il y a vachement plus d'humour. Les scènes d'action sont vraiment très prenantes. Et surtout, le casting est de plus en plus excellent, je trouve. Surtout, donc, Rose Wilson, qui est surtout connue pour avoir joué Allison dans The Affair. Et dans À la croisée des mondes, elle joue Mrs. Coulter, qui est une méchante vraiment iconique de la pop culture. Si vous avez déjà lu les livres de Philip Pullman, elle est vraiment terrifiante dedans. Et mon Dieu, mais dans cette série, qu'est-ce qu'elle est bonne. Enfin, je suis en admiration totale devant elle. C'est un des rares exemples d'une performance à l'écran qui approfondit, je trouve, ma perception du personnage d'origine dans les livres. Elle est vénéneuse, elle est menaçante, et puis en un quart de seconde, elle devient vulnérable et touchante. Enfin, elle sait tout faire. Et tout le casting est très bon, mais elle, je trouve qu'elle est vraiment dans une catégorie à part. À chaque fois qu'elle arrive dans une scène, ça devient le Rose Wilson Show. Et tu vois plus aucune autre personne dans la scène. Donc voilà, je continue d'avoir des réserves sur la série, mais rien que pour la performance de Rose Wilson, je me suis régalée à chaque épisode. Donc si vous avez envie de voir une très très bonne actrice au top de son art, je recommande. Et l'épisode dernier, tu parlais de Yellowstone dans ton pic. Eh bien, sachez que Yellowstone, la série donc ultra nulle, mais ultra jouissive, dont on vous a parlé dans plusieurs épisodes déjà sur des cow-boys dans un ranch aux États-Unis, va être disponible enfin en France sur Salto. Parce qu'au moment de l'épisode, on nous avait reproché d'avoir parlé d'une série américaine pas disponible. Ben, maintenant, elle est disponible. On était précurseurs. Voilà, donc exactement. Maintenant, vous pouvez réécouter notre épisode sur Yellowstone et apprécier cette série qui est assez indescriptible, je dois dire. On a essayé de la décrire pendant une heure, mais mais oui. Et surtout, vraiment, regardez-la parce que c'est un plaisir, quoi. Et ensuite, parlez-en-nous. Bon, on va passer au sujet du jour, qui est donc Charmed. Tu vas faire combien de fois cette blague? Je sais pas, autant de fois que j'ai envie.
Donc Charmed, qui était une des plus grandes séries de la trilogie du samedi, qui était diffusée à partir de 1998 et jusqu'en 2006 sur M6. Alors Charmed, c'est l'histoire de 3 sœurs, les sœurs Halliwell, mais en fait il y en a 4, on en parlera. 3 sœurs qui découvrent du jour au lendemain qu'elles ont des pouvoirs magiques, qu'elles sont des sorcières de génération en génération. Il y en a une, Prue, qui peut faire bouger les choses avec son esprit. Il y a Piper qui peut figer les choses avec son esprit aussi et ses mains. Figer le temps. Figer le temps, voilà. Et ensuite il y a Phoebe qui peut voir dans le futur, mais aussi voir dans le passé parfois. Elle a un pouvoir de prédiction. Ouais. Et parfois il y a leur grand-mère qui apparaît en fantôme dans le grenier pour leur donner des conseils. Leur mère aussi. Ouais, voilà, leur mère aussi. Et elles sont aussi aidées par des êtres de lumière, et notamment un qui s'appelle Léo et qui ensuite sera en couple avec Piper et ils auront des enfants. Quand il apparaît, il y a plein de lumière bleue. Ouais, voilà, ça fait vraiment un peu comme les lampes Ikea, tu sais, les lampes... Oui, avec toutes les fils là. Ouais, voilà, qu'on voyait à l'époque. Il y a beaucoup de choses, des démons, tout ça. C'est un peu cheap et bon, c'est sorti 1 an après le début de Buffy contre les vampires et je pense qu'on va sans doute en reparler, mais c'est marrant de comparer un peu les 2 séries et de voir un peu que Buffy était vachement plus précurseur parfois sur certains trucs. Les 2 se rejoignent sur les effets spéciaux vraiment pourris, surtout au début. Ouais. Mais ouais, il y a vraiment quand même à la fois beaucoup de points communs et pas mal de choses qui les séparent. On entend le générique original de Charmed qui était une reprise en fait de How Soon Is Now des Smiths. Et alors la plus grosse déception, je dois dire, de mon revisionnage de Charmed là, sur Amazon, c'est qu'ils ont changé le générique parce qu'ils n'ont plus les droits. Ouais. C'est tellement triste parce que pour moi, c'est un des génériques les plus cultes de l'histoire de la télé. C'est clair. Et non, franchement, moi aussi, j'étais vraiment dégoûtée quand Mais c'est le cas pour beaucoup de séries de cette époque-là. En fait, quand tu vas les regarder sur les plateformes de streaming, il n'y a pas le bon générique parce que juste les droits s'arrêtent au bout d'un moment et ils sont obligés de mettre une espèce de substitut un peu naze où là, c'est une chanson un peu de heavy metal, un peu naze. J'ai lu, en fait, parce que du coup, après, j'ai fait des recherches sur le générique et j'ai lu qu'ils avaient plus eu les droits à partir de la saison 5, un truc comme ça. Donc, il y a quand même 2 saisons à la fin. Ouais. Alors que c'était diffusé, qu'il n'y avait plus le même générique. C'est tellement la loose. Ouais, c'est clair. Mais je le regardais déjà plus à l'époque, donc je m'en étais pas rendu compte. Ouais, du coup, c'est ça que je voulais te demander. C'est quoi ton rapport à la série? Est-ce que ça te plaisait à l'époque? Est-ce que t'étais vraiment fan ou Ouais. Alors moi, j'ai vraiment eu des années... En fait, c'est grâce à Charmed que j'ai regardé la trilogie. J'ai regardé Charmed avant Buffy. Je me souviens encore, on avait vu sur le télé-loisir avec ma mère qu'il y avait cette nouvelle série avec des sorcières. Et j'ai vu le tout premier épisode quand il a été diffusé avec ma mère. Et c'est devenu après une tradition où on faisait des crêpes tous les samedis soirs et on regardait Charmed. Et après, on s'est mis à regarder Buffy. Mais vraiment, j'étais fan absolue de Charmed pendant des années, jusqu'à ce que ça s'essouffle un peu. Et puis, j'avais grandi aussi parce que ça a duré quand même, comme je le voyais en temps réel, quoi, à chaque fois que la saison sortait. Ça s'est étalé sur 4-5 ans et je pense que je me suis arrêtée à peu près à la saison 5. Ouais. Ça m'a énormément marqué. Et je l'ai revu récemment. J'ai revu certains épisodes. Ça n'a pas hyper bien vieilli parfois. Mais c'est vrai que j'ai une grosse nostalgie de cette série. Et toi, c'était quoi ton rapport? Ouais, moi, c'est à peu près pareil. Honnêtement, je me souviens plus parce que je suis un tout petit peu plus jeune que toi. Oui, en effet. Je le case juste comme ça. Mais du coup, je me souviens plus, en fait, laquelle a été visionnée en premier entre Buffy et Charmed. Mais clairement, je me souviens que j'étais une énorme fan de Charmed aussi. Et comme toi, en fait, pendant les 2-3 dernières saisons, en fait, j'étais rentrée au lycée. Donc, clairement, c'était plus trop de mon âge, en fait. Ça m'intéressait vraiment quand j'étais au collège. Et puis après, j'ai commencé à trouver ça de moins en moins intéressant. En plus, il y avait plus Cole qui était joué par Gillian McMahon, donc ça n'avait plus aucun intérêt parce que le beau gosse était parti. Il serait peut-être plus sage d'en rester là et de mettre fin à notre liaison. Pourquoi? Parce qu'il faut que je te tue, c'est tout. Donc ouais, un peu comme toi, je m'en suis lassée, mais au début, c'était culte, quoi. Ah ouais, cultissime, vraiment. C'était qui ta préférée? Dans mon souvenir, je pense que c'était Phoebe. Ouais. Et ensuite, bizarrement, ça a été Paige. Quand elle est arrivée, j'ai adoré Paige parce qu'en plus, je voulais m'habiller comme elle et je voulais elle avait des camés tout le temps et elle était habillée un peu genre gothique mais vintage. Ah non, mais son look est trop stylé. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'adorais Paige quand elle est arrivée, mais je crois que j'aimais bien Prue. En fait, la seule que j'aimais pas, c'était Piper. Et maintenant, en revoyant, j'aime bien Piper, elle est sympa, tu vois. Ouais, moi j'aimais bien Piper déjà à l'époque, mais c'est vrai que c'est censé être la sœur sage. Oui, donc pas la plus excitante, mais moi, j'avoue que ma préférée, c'est clairement Prue, qui n'a pas un prénom très français-friendly, c'est sûr. Mais qui était jouée par Shannon Doherty, qui était très très célèbre pour avoir joué Brenda dans Beverly Hills. Et donc, c'est l'aînée au début, puisque après elle meurt, spoiler. Et
Et c'était un peu la bad girl des années 90. Shannon Doherty, elle avait pas une très bonne réputation à l'époque auprès des producteurs. Mais je sais pas, enfin moi je la trouve tellement badass en fait, et je la trouve tellement belle. Enfin je trouve que c'est vraiment la plus stylée, et je crois que c'était déjà le cas à l'époque. Et là en revoyant les épisodes, c'est encore ce que je me suis dit. Et du coup j'ai aussi adoré Paige qui l'a remplacée, parce que pourtant leurs rôles sont très opposés. Mais je sais pas, j'ai vraiment... Ouais, ce qui est marrant, c'est que Prue est pas une bad girl dans la série. Non, pas du tout. Elle est assez... c'est un peu la sagesse, la maturité, quoi. C'est celle qui est la plus mature des trois. C'est moi, l'aînée. Alors je dois toujours être capable de trouver des solutions. Et ben si c'est le cas, comment est-ce que je suis pas arrivée à sauver Andy? Si je suis vraiment aussi puissante, j'aurais dû pouvoir lui sauver la vie. Au quoi c'est bien d'être décentière si le résultat c'est que les gens qu'on aime se font tuer. Mais c'est aussi celle qui a le plus de caractère, en fait. Enfin, qui a un fort caractère, parce que justement, c'est l'aînée, et donc elle est tout le temps en train d'engueuler les autres. Et elle a un rapport très conflictuel. Disons que, on l'a dit, Piper, qui est jouée par Holly Marie Combs, est vraiment c'est la cadette, et donc elle est un peu toujours en train d'équilibrer en fait. Donc c'est sûr qu'elle a pas un rôle hyper attrayant, parce qu'elle est toujours là un peu pour raisonner les autres. Phoebe, c'est la tête brûlée parce que c'est la plus jeune. Elle est jouée par Alyssa Milano, qui était dans Madame est servie, qui jouait la petite dans Madame est servie, que je regardais avec ma grand-mère quand j'étais petite. Et du coup, c'est vrai que Prue, elle s'engueule tout le temps avec Phoebe, et elle est tout le temps un peu là pour les raisonner et pour leur dire il faut utiliser nos pouvoirs d'une certaine manière, et pas comme ci, et pas comme ça, etc. Mais en même temps, sans que ce soit jamais chiant. Enfin, je trouve qu'elle a vraiment juste énormément de caractère, et elle est trop stylée, quoi. C'est vrai. On va peut-être parler du pilote pour un peu resituer l'action et la façon dont ça démarre. En fait, ça s'ouvre sur justement Prue et Piper qui vivent ensemble dans la maison de leur grand-mère qui est morte récemment. La maison est magnifique. C'est une maison victorienne de San Francisco, mais qui est en réalité dans un quartier de Los Angeles. Donc, si vous allez à San Francisco, ne la cherchez pas. Elles vivent là, et en fait, il y a Phoebe qui revient. Et comme tu disais, Phoebe et Prue ont des tensions, mais dès qu'elle revient, en fait, il y a des choses surnaturelles qui se passent dans la maison, où elles ont une planche Ouija qui commence à bouger toute seule et à leur dire d'aller au grenier. Le grenier, la porte du grenier qui ne s'ouvrait plus s'ouvre toute seule. Il y a un grimoire qui parle du pouvoir des trois et des choses comme ça. C'est trop bien. Et en fait, c'est Phoebe qui fait une incantation, non? Elle lit un truc du grimoire. Et en fait, au fur et à mesure de l'épisode, chacune commence à avoir des pouvoirs, ce qui est littéralement mon plus grand rêve. Donc cet épisode est un énorme kiff. C'est clair. Le livre des ombres. Oyez maintenant les paroles des sorcières. Les secrets sont cachés dans la nuit. Les dieux anciens sont invoqués ici, afin que soit révélé l'art de la magie. En cette nuit et en cette heure, j'invoque le pouvoir supérieur. Transmettez vos pouvoirs aux sœurs qui sont 3. Nous voulons le pouvoir. Donnez-nous le pouvoir. Ouais, en fait, ce qui est génial dans ce pilote et qui est encore jouissif aujourd'hui, c'est effectivement le fait de les voir acquérir leur pouvoir, et surtout la manière dont elles s'en servent au début, c'est-à-dire que quand on commence, elles sont toutes un peu en position d'infériorité par rapport à un homme, ou elles sont un peu sous-estimées par un homme, et en fait leurs pouvoirs vont leur permettre de reprendre le dessus. Donc par exemple, Prue, elle travaille dans une galerie d'art, et son ex a été promu à sa place alors que c'est elle qui s'est tapé tout le boulot depuis des mois sur la prochaine exposition, et en fait elle est tellement énervée que l'encre du stylo de son ex se met à couler dans sa poche, et du coup son costume se retrouve taché, donc il est un peu vénère. Bon voilà, c'est un tout petit truc, mais c'est un peu sa revanche. Il y a Piper qui est chef et qui passe un entretien d'embauche dans un restaurant, et en fait le chef qui lui fait passer l'entretien arrive en lui disant bon, vous allez pas encore me faire une recette de bonne femme, et là en fait elle arrive à figer le temps et à rajouter l'ingrédient magique qui va faire que sa recette sera délicieuse. Et Phoebe, pour le coup, ça n'a rien à voir avec une revanche envers les hommes. Elle a une vision d'un accident de voiture qui va se produire. Ah oui, elle sauve Voilà, et elle sauve 2 mecs qui allaient se prendre une voiture de pleine face, en fait. Mais du coup, il y a tout de suite cet élément très féministe, et notamment avec le petit ami de Piper, qui, en fait, s'avère être... un démon.
Voilà, parce que en parallèle de toute cette histoire, il y a aussi une enquête policière en fait qui se déroule dans le pilote où il y a plusieurs femmes qui ont été retrouvées mortes à San Francisco qui en fait étaient des sorcières. Et il y a un policier qui enquête et qui lui se doute Andy. qui est un très joli mignon, policier, ouais. très très joli. Et donc en fait, il se trouve que ce démon qui est aussi le petit ami de Piper et qui est un journaliste, je sais pas ce qu'ils essayaient de faire passer comme message à la presse. Ah, mais ils aiment pas la presse parce qu'il y a d'autres moments où on voit la presse qui est vraiment. Bref. Et donc en fait, ce démon tue les sorcières et le pilote va un peu culminer au moment où le petit ami de Piper essaye de la tuer. Donc en fait, on a un féminicide sur le point de se produire dans le pilote. Jérémy, s'il te plaît, j'ai très peur. Je ne plaisante pas du tout. Moi non plus. C'est toi, oui, c'est toi qui as tué toutes ces femmes? Pas des femmes, des sorcières. Pourquoi? Afin de leur voler leur pouvoir. Et maintenant, je veux les tiens. Et encore une fois, c'est grâce à ses pouvoirs et ensuite grâce au pouvoir des trois que les sœurs vont pouvoir vaincre le démon. Voilà. Gros vague. Pour pouvoir vaincre le démon. Tu veux parler du pouvoir des trois? Je t'ai senti frétiller sur ta chaise. Que dire du pouvoir des trois? C'est un pouvoir déjà qui est matrilinéaire, donc c'est ça qui est hyper intéressant et que moi j'adore dans cette... Enfin, on a beaucoup parlé de la sorcellerie ces dernières années avec le livre de Mona Chollet et tout ça, et du pouvoir justement des sorcières et de l'espèce de portée mythologique qu'elles ont et du fait que ce sont un peu des figures féministes. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'avais un livre que j'adorais, c'était Amandine Malabule, La sorcière à des ennuis. Grave. Et après, il y a eu Charmed et vraiment l'idée de ces femmes qui avaient ces pouvoirs, mais c'était ultra kiffant, quoi. Ouais. Ce qui est génial dans Charmed, c'est qu'en fait, ça leur est passé par leur grand-mère et leur mère, et c'est vraiment un pouvoir qui ne se passe que de mère en fille. Bon, après, quand Piper a des enfants, des fils, ils héritent d'une partie des pouvoirs parce que leur père est un être de lumière. Mais ça, c'est dans les saisons futures dont on parlera. Voilà, exactement. Mais en fait, il y a vraiment un truc c'est un pouvoir exclusivement féminin. Ouais. Et qui est utilisé en règle générale. La plupart des ennemis sont des ennemis qui sont des hommes dans les premières saisons de Charmed. Ouais. Et du coup, il y a un truc vraiment très, très satisfaisant là-dedans. Ouais, et en plus, là, il y a une sororité littérale puisque c'est trois sœurs. Et en fait, c'est quand elles sont à trois et qu'elles peuvent utiliser ce pouvoir des trois qu'elles sont vraiment invincibles. Alors que quand elles sont chacune toutes seules, elles sont un peu moins puissantes. Donc, il y a vraiment cette idée que la sororité leur permet de vaincre le patriarcat, quoi. Wow. Le pouvoir des trois nous libérera. 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 C'est assez étonnant de revoir le pilote aujourd'hui et de voir qu'il y a quand même une fibre féministe très forte. Et d'ailleurs, il y a eu un reboot en fait de Charmed, version 2018 ou 2019, donc avec un casting ultra divers, on dirait un bingo de la diversité. Mais surtout, moi, ce qui m'a dérangé en fait dans ce reboot, j'étais pas complètement contre à la base, c'est que dedans, en fait, on perd tout l'aspect pour moi intrinsèquement féministe de Charmed. C'est-à-dire que dans le premier épisode, elles ne découvrent pas leur pouvoir par elles-mêmes ou grâce à l'intervention de leur grand-mère et tout ça. Elles découvrent parce qu'un homme vient leur expliquer qu'en fait, elles sont sorcières. Et il vient leur apprendre la vie, il leur mansplain le fait qu'elles sont sorcières. Et il se trouve que c'est peut-être une influence maléfique lui-même et tout ça. C'est un truc où tu sens qu'ils se sont inspirés des gardiens dans Buffy. Ouais. Mais ça fonctionne pas du tout et ça enlève complètement l'aspect hyper puissant, justement, de ce pouvoir qui est exclusivement féminin et qui se limite à ces femmes, quoi, et qui n'est compris que par elles. Bah ouais. Il faut préciser que la série originale, donc le Charmed des années 90, a été créée par une femme qui s'appelle Constance M. Burge. En fait, elle a été embauchée par The WB pour écrire le pilote et donc elle a créé la série. Et donc c'est vrai qu'on sent vraiment une volonté assez forte de porter un discours quand même féministe au début. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça a un peu disparu progressivement au fil des saisons et je pense que c'est en partie parce que la créatrice est partie à la fin de la 2e saison, juste avant que la 3e ne démarre, parce qu'elle commençait à être frustrée, sans doute à cause de l'influence du studio, de la tournure que prenaient certaines intrigues et du fait que l'histoire tournait de plus en plus autour des intrigues amoureuses entre les sœurs Halliwell et leurs petits amis, plutôt que sur la sororité vraiment entre les trois personnages féminins. Et d'ailleurs, les actrices aussi
avaient exprimé leur frustration par rapport à ça à l'époque. C'est aussi ça qui a créé de plus en plus de tensions entre Shannon Doherty et Alyssa Milano. On va en reparler. Mais clairement, on sent que plus la série progresse, plus cet aspect féministe très fort qu'on trouve dans le pilote disparaît. Ouais, c'est ça. Ça reste en fait, comme c'est des Case of the Week, c'est des démons de la semaine pendant quasiment toute la série, ça reste, comme tu le dis, quasiment toujours des démons masculins. Donc il y a quand même ce truc en filigrane qui est toujours là, mais c'est beaucoup moins évident et on sent que c'est beaucoup moins volontaire de la part des scénaristes. Et d'ailleurs, c'est marrant, à la base, l'idée c'était de faire une série sur 3 colocs, et c'est la chaîne qui a demandé à ce que finalement on les transforme en sœurs pour que ça reflète plus des valeurs familiales et que ça soit un peu genre 7 à la maison mais avec des sorcières. C'est marrant parce que quand tu le vois, ça se sent pas du tout, surtout dans le pilote. Ça sent à la fin, mais voilà, c'est ça. Ouais. Ça se sent de plus en plus au fil de la série, donc on sent peut-être que la chaîne a un peu repris le pouvoir et qu'au final, ces délires féministes n'ont pas duré très longtemps, malheureusement, dans la série. Oui, c'est vrai, mais on le sent au début, même à travers les personnages masculins, qu'il y a une fibre un peu plus féministe, justement parce que c'est des rôles masculins qui sont assez sensibles. Léo, l'être de lumière, est très doux et est là pour soutenir, mais un peu à l'écart. Hein. Il n'est pas du tout, il devient pas la star du truc, quoi. Il est littéralement en retrait, c'est-à-dire qu'il est là que quand on l'appelle. Leo! 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 Wow. Elle regarde le plafond et elle dit Léo. Et là, elle arrive, ça fait de la lumière bleue et il les guérit quand elles sont en train de mourir. C'est hyper pratique. Franchement, tout le monde aimerait avoir un mec comme ça, je pense. C'est clair. Ouais, et c'est assez révolutionnaire parce qu'en fait, on avait quand même plutôt l'habitude de personnages masculins traditionnellement très machos à la télé et qui étaient toujours dans le contrôle et dans la démonstration de force. Et là, on a un personnage masculin qui est hyper doux. Oui, tout à fait. Et puis, comme tu disais, par rapport au livre de Mona Chollet, c'est vrai qu'il y a cette idée que les sorcières, c'est par définition des femmes qui sont trop indisciplinées pour les hommes, qui sont trop rebelles pour les hommes, qui font vraiment leurs propres règles et qui sont indépendantes, qui n'ont pas besoin justement d'hommes, même s'il y a eu des séries avec des sorcières qui sont aussi des femmes au foyer. Comme Ma sorcière bien-aimée. Voilà. C'est vrai que Charmed est arrivé un peu à contre-courant de ça parce que c'était considéré comme la première série de prime time qui parlait d'un sabbat de sorcières où il y avait eu Ma sorcière bien-aimée et il y avait aussi eu Sabrina l'apprentie sorcière. Mais c'était des sitcoms, donc avec des codes encore très féminins et ménagers traditionnels comme il y avait à l'époque. Et Charmed a un peu bousculé tout ça. Donc son impact sur la pop culture est quand même assez important, je pense. Est-ce que tu penses que c'est un bon pilote ? Oui, moi je pense que c'est un très bon pilote. En le revoyant, là, ça m'a même surprise. Et je pense, en fait, parce que j'avais gardé un souvenir d'une série qui avait mal vieilli. Et je pense, après, j'ai continué à regarder quelques autres épisodes et ça vieillit très mal, très vite. Ouais. Mais c'est vrai que le pilote est excellent. Ouais. Pour moi, déjà, l'aspect découverte des pouvoirs est super, on l'a dit. C'est bien rythmé. Les interactions entre les sœurs fonctionnent très, très bien. L'enquête en parallèle fonctionne bien aussi. Ouais. Ça établit vachement bien les enjeux. Après, bon, dès qu'il y a des effets spéciaux qui arrivent, c'est complètement la cata, mais c'est drôle parce que ça fait partie du charme des séries de cette époque, comme quand on voit la première saison de Buffy où on a l'impression que tous les vampires sont en carton-pâte. Ouais, voilà, mais c'est un peu kitsch, ça rajoute un peu de charme kitsch à l'affaire, quoi. Ouais, c'est ça. Et le ton, je trouve, est très maîtrisé aussi, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'humour. Ouais. En même temps, c'est beaucoup moins un humour acéré, méta qu'on va voir dans Buffy, par exemple, mais on sent que c'est un ton un peu léger. En même temps, il y a le côté très émouvant de la transmission. Je trouve que c'est très, très, très réussi comme pilote. Et après, il faut dire que ça se corse progressivement. On l'a dit déjà, il y a eu des tensions entre Alyssa Milano et Shannon Doherty qui se sont soldées par le départ de Shannon Doherty. Alors à l'époque, ça a vraiment été décrit comme Shannon Doherty se fait encore virer après Beverly Hills et c'est vraiment un peu le monstre de la télé dont personne ne veut. En fait, c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il y avait des tensions de plus en plus grandissantes entre les actrices et Shannon Doherty, qui était aussi productrice et réalisatrice dans la série, a décidé de partir pour que ça arrête de s'envenimer, justement. Oui, elle était un peu frustrée, elle aussi, par le développement de son personnage et de certaines intrigues. C'est vrai que du coup, ça a créé... Enfin, moi, je me souviens, c'était un cataclysme. Ouais, quoi. Le fait que Prue parte, ouais. J'étais là, la série ne pourra jamais s'en relever. Et au final, on en a parlé précédemment. Il y a une nouvelle sœur qui arrive, c'est Paige. On a revu les épisodes où Paige arrive, justement, et les épisodes de la mort de Prue. Je trouve que l'épisode de la mort de Prue est vraiment pas très bien fait, parce que c'est pas du tout émouvant, alors qu'on est en train de perdre l'une des sœurs principales, quoi.
En fait, ce que je trouve assez cruel pour Shannon Doherty, c'est que on le sent quand on regarde l'épisode, ça a été décidé après, en fait. Oui, C'est-à-dire on voit pas si elle est morte ou pas. Ouais, voilà, on la voit pas mourir, alors que c'est une des règles un peu cardinales de la télé, c'est que tant qu'on ne voit pas un personnage mort à l'écran, ça veut dire qu'il peut revenir un jour pour être ressuscité. Et parfois, même quand on le voit mort à l'écran, comme Jon Snow, voilà quoi. Mais là, effectivement, ce qui est horrible en plus, c'est que cet épisode, le dernier de la saison 3, dans lequel Prue meurt, est réalisé par Shannon Doherty. Et en fait, à la fin, elle et Piper sont laissées pour mourantes, mais on ne sait pas exactement ce qui va leur arriver, ça se termine sur un cliffhanger. Le premier épisode de la saison 4 commence, on apprend qu'elle est morte. Oui. Et on va à son enterrement. Et du coup, et Piper, elle a été sauvée, mais tout ça s'est passé hors champ, donc on n'a jamais vu en fait vraiment la mort de Prue. C'est hyper cruel. Et d'ailleurs, apparemment, même Holly Marie Combs, qui joue Piper et qui était très amie avec Shannon Doherty, l'a hyper mal vécu en disant c'est hyper cruel. Elle l'a appris par téléphone en fait pendant qu'elle était sur un autre tournage que elle reviendrait pas et que son personnage avait été tué alors qu'elle avait réalisé l'épisode dans lequel son personnage a été tué a posteriori. Enfin, c'est quand même assez bâtard quoi. Donc le personnage de Paige arrive, qui est joué par Rose McGowan, et je trouve que son introduction marche plutôt pas mal. Ouais. Surtout comparé justement à un peu le fiasco de la mort de Prue, quoi. Clair. Et moi, c'est vrai que je l'ai vu un peu comme un renouveau de la série à l'époque, parce que je me souviens que je me suis de nouveau un peu intéressée à la série. Je pense que je commençais à m'en lasser, et ça a relancé mon intérêt pour la série. Ouais, pareil. Pas pour longtemps, hein, mais pour quelques mois. Et donc, il y a une nouvelle sœur, et elle va être là pour 5 saisons, en fait. Donc, elle est là pour plus de temps que ne l'a été Shannon Doherty. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'elle est tout de suite séparée des autres. Enfin, c'est très frappant quand on le revoit aujourd'hui, où ses costumes sont hyper criants. En fait, enfin, ils sont magnifiques, mais elle porte que des tenues vraiment fluo, très colorées, alors que toutes les autres sœurs sont un peu, tu vois, dans des tenues plus marron, beige, etc. Elle fait vraiment un peu figure à part quand elle arrive, mais elle est fascinante. Enfin, moi, en plus, j'aime beaucoup Rose McGowan et je trouve qu'elle, elle est hyper télégénique, quoi. Donc, quand elle arrive, c'est Blanche-Neige, la meuf, donc t'es un peu fasciné. Non, mais même personnage. physiquement, elle est différente parce qu'on veut, c'est leur demi-sœur. Donc, d'ailleurs, j'étais admirative du casting quand même, parce que quand on voit les 3 sœurs originales à côte, ça fonctionne vachement, parce que moi, en plus, c'est un de mes pet peeves de voir des familles qui ne se ressemblent pas du tout à la télé, ça m'insupporte. Et là, ça fonctionne vraiment. Et Rose McGowan, tu te dis, oui, elle pourrait être leur sœur, mais pas vraiment leur sœur complètement, quoi. Donc, donc ça fonctionne bien aussi, quoi. C'est vraiment la demi-sœur, quoi. Et honnêtement, moi, j'ai toujours beaucoup aimé son personnage, et même là, en la revoyant, je trouve qu'elle a une espèce de légèreté que n'ont pas forcément les autres sœurs, qui est hyper agréable. Mais attends, regarde les pauvres, les autres sœurs, elles ont perdu leur mère, leur grand-mère, leur sœur. C'est clair, c'est clair. Mais non, je trouve que ça devait être très très difficile de rentrer dans ce rôle-là, dans le contexte dans lequel ça s'est produit et tout. Et elle s'en est sortie quand même admirablement bien. On va passer au final, qu'on a toutes les deux découvert pour la première fois. Ouais. Et quelle aventure. C'est clair. Pour resituer un peu l'intrigue de ce final, donc beaucoup d'années sont passées, Cole n'est plus là, donc ça n'a plus aucun intérêt, je le précise. Et en fait, honnêtement, la structure est assez marrante parce que c'est un épisode de voyage dans le temps. Donc, moi, perso, j'adore tout le temps les histoires de voyage dans le temps. Et il y a même des blagues sur le fait que ça donne un peu mal à la tête et il faut pas trop chercher à comprendre. Mais en fait, Phoebe et Paige sont tuées dans une bataille finale avec 2 autres meufs. Ouais. Ça fait vraiment pitié. Avec Kaylee Cuoco et une autre meuf, je sais pas qui c'est. Ouais. Et en fait, pour éviter leur mort, Piper doit remonter dans le temps. Et donc là, s'ensuivent toute une série d'intrigues pour qu'elle puisse remonter dans le temps. Donc elle remonte à l'époque où sa mère était encore en couple avec son père et où elles étaient enfants. Et donc ensuite, sa mère et sa grand-mère viennent l'aider. Elles vont dans le futur, elles vont dans le passé. Elles vont un peu dans toutes les périodes possibles et imaginables. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça assez marrant. Oui, c'est pas mal. Mais le problème, je pense, c'est plus un peu sur la question des valeurs véhiculées par ce final, où je sais pas ce que t'en as pensé, on n'en a pas du tout parlé avant de venir enregistrer, mais moi, j'étais assez surprise quand tu vas du pilote au final, de à quel point c'était rétrograde. La conclusion, où c'est vraiment, elles ont chacune 14 000 enfants, oui. Elles se marient, et Piper devient bonne maman, mamie gâteau, et elle raconte des histoires à ses enfants, quoi, à ses petits-enfants. Surtout, les derniers plans, en fait, de l'épisode, c'est des plans sur des photos d'albums de famille, en fait, où on voit chaque sœur avec leurs enfants et leur mari. Donc, je sais qu'il y a un truc de transmission dans la série, mais à la base, quand même, c'est une transmission où leur mère les a un peu élevées seules, quand même. Leur père était en dehors du tableau pendant beaucoup d'années, avec leur grand-mère. Donc, il y avait vraiment un truc, comme on a dit, hyper matrilinéaire. Et là, ça a complètement disparu. Elles sont toutes maquées de chez maquées. Et en plus, tous les mecs se ressemblent, c'est tous des blancs-becs. C'est vraiment... C'est clair. Et ils ont tous des petites têtes blondes qui courent partout. Et il y a vraiment un truc...
En plus, quand j'ai vu les photos, il n'y a pas une seule photo de Prue. J'étais là, non, mais quand même, c'est la fin. C'est vraiment bâtard. Hein. Ça Franchement, fait vraiment la pauvre bizarre. Shannon Doherty. Et vraiment, il y a un truc où tu te dis, ça fait vraiment, comme tu disais tout à l'heure, 7 à la maison. Ben, en fait, ça fait vraiment 7 à la maison. Ouais, et d'un coup, parce que tu m'avais parlé de ça juste avant. Et quand j'ai vu l'épisode, j'étais ah oui, d'accord. Parce que quand tu m'avais dit, ils se sont inspirés de 7 à la maison, j'étais là, mais en quoi, enfin, dans Charmed. Et en fait, cette scène, c'est très, très clair. C'est vraiment la famille américaine par excellence. Et ça enlève justement tout le côté un peu edgy et obscur de la sorcellerie et du fait et de ce pouvoir-là. Parce qu'en plus, après, on a l'impression... Cette conclusion, elle est complètement dénuée de sorcellerie. On a l'impression que c'est devenu un poids pour elles et qu'elles en sont enfin débarrassées, qu'elles peuvent enfin procréer. Et elles ont transmis ça à leurs enfants. Il y a une école de magie et tout ça. En plus, l'école de magie est faite par Léo, un homme. On voit un petit garçon en train d'apprendre. On a complètement retiré tout l'aspect... l'aspect subversif du féminin qui est tout puissant et qui éclipse un peu tout le reste des hommes, quoi. Et ouais, clairement, c'est marrant parce que ça m'a fait penser la scène avec Léo à la fin du dernier Jedi, je crois, enfin le Star Wars de Rian Johnson, tous les enfants qui regardent dans le ciel et tout. Enfin, en fait, moi, j'ai bien aimé quand même le côté transmission aux nouvelles générations, surtout que ça se termine vraiment avec une des filles, je sais plus laquelle, de je sais plus quelle sœur, qui remplit en fait le grimoire qui se transmet de génération en génération et où elles, en fait, les 3 sœurs ont décidé d'écrire leur propre histoire pour qu'elles puissent la transmettre. Donc, il y a quand même un petit peu cet élément de transmission et pour moi, c'est les éléments les plus réussis. Mais c'est vrai qu'on a perdu totalement le côté féminin tout-puissant. Ouais, et le côté subversif, comme tu dis. Ça, c'est clairement. Puis même, le côté voyage dans le temps est sympa. Mais on sent pas un enjeu de fou, quoi. Non, après, pour moi, ce qui est très malin avec le voyage dans le temps, déjà, c'est rarement un truc qui est réservé à un final de série, quoi. C'est quand même généralement un gros événement dans une série. Il y en a eu dans plein d'autres. Et là, c'est marrant d'avoir un final où elles font que voyager dans le temps. Et surtout, c'est très malin pour, en fait, nous montrer ce qui va se passer une fois que la série sera terminée. Parce que comme elles voyagent aussi dans le futur, on voit ce qui va se passer une fois que les enfants de Piper et Léo seront même adultes. Et par exemple, il y a tout un enjeu romantique entre Alyssa Milano et son Cupidon. Mais en fait, à un moment, comme elles sont dans le futur, t'as les enfants de Piper qui disent « Ah, oncle coupe !» Et donc, on comprend que Alyssa Milano va se mettre en couple avec lui. Donc ça, c'est des trucs qui sont plutôt malins, je trouve. C'est-à-dire qu'on sait qu'un final, ça doit établir un peu le fait qu'on va quitter ces personnages pour toujours, mais eux, ils vont continuer à vivre leur vie. Donc ça, c'est pas mal fait. Mais c'est vrai que quand même, on est sur des valeurs familiales assez tradies, ce qu'on n'aurait vraiment pas pu imaginer en regardant le pilote, quoi. Clairement. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de revoir la série quand même aujourd'hui ou pas ? Oui, je pense les premières saisons. Ça m'a donné envie de regarder. En fait, j'ai dû me contrôler pour pas continuer la première saison ou même continuer la 3e une fois qu'on a repris. Après, je pense que je m'en lasserai très très vite, genre au bout de 5 épisodes, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même un plaisir de revoir le pilote, par exemple. Après, il y a un côté, je dirais, ça vaut pas le coup de découvrir la série pour la première fois, parce que bon, il y a plein d'autres séries à découvrir, mais si vous l'avez vu... Buffy. Mais si vous l'avez vu à l'époque et que c'était, comme nous, vraiment une série dont vous étiez fan, il y a un côté nostalgique, un peu Madeleine de Proust, qui est très très plaisant quand même. Ouais. Pour moi, clairement, le pilote est à revoir parce que vraiment, je le mettrais assez haut dans les pilotes, les très bons pilotes, quoi. Je trouve qu'il est réussi à tout point de vue. Moi, vraiment, en fait, je voulais surtout voir les saisons 3 et 4 parce que c'est celle où il y a Cole. Et je sais que je me répète, mais vraiment, pour Cole, moi... c'est le mec de Phoebe, on l'a pas dit. Voilà. Et c'est un demi-démon, demi-humain. C'est un peu l'équivalent de Spike dans Buffy, c'est-à-dire qu'il est méchant, mais en même temps, il devient gentil par amour pour Phoebe. Et au début, c'est l'adversaire des 3 sœurs. Et après, en fait, c'est leur allié. Et ensuite, il redevient méchant et donc il meurt. Donc, il y a vraiment une trajectoire très similaire à celle de Spike. Et donc ça, pour moi, ça fonctionne à tous les coups, quoi. Le bad boy qui devient gentil. Juste, c'est un grand classique de la télévision, mais j'adore. Et pour moi, j'en garde encore le souvenir aujourd'hui. Le souvenir ému. Ouais, parce que c'était le seul petit bout de tension sexuelle qu'il y avait dans la série. Parce qu'après, Piper et Léo, c'est hyper cucu, quoi. Et il y avait Andy et Prue aussi au début. Oui, c'est vrai. Et voilà. Andy, par la fin de la saison 1, grande déception. Mais... Ouais, voilà. Donc, vraiment, c'est vrai que le tout début est super. Et après, moi, je dirais, je regarderai juste pour Cole. Et sinon, non, merci, quoi. Très bien. Voilà. C'était PIC TV. Merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous de nous avoir écoutés, chers Pickies. Oui, on a décidé de vous donner un nom, deal with it. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Salut. PIC TV est un podcast produit par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez.
Retrouvez PIC TV tous les 15 jours sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré.